Attends, bienvenue. Merci. Super content de te recevoir. Merci pour l'invitation. Je suis ravi d'être avec toi. Écoute, aujourd'hui, on va parler d'un sujet dont on ne parle pas assez, dont on n'a pas parlé, ou en tout cas pas assez sur Next Wave cette dernière année. C'est le sujet de l'investissement. Ouais, Investir, comment investir, dans quoi. C'est un sujet dont on parle de plus en plus, parce qu'en 2025, il y a eu pas mal d'introductions en bourse, ouais, en tout cas un peu plus que les années précédentes, et qui ont attiré de plus en plus de gens au Maroc qui ont envie d'investir en bourse. Et pourtant, c'est un sujet dont on ne parle pas assez, donc j'aimerais qu'on reprenne certaines bases, qu'on parle de certains sujets. Et du coup, je suis super content de te recevoir. super. Est-ce que pour commencer, tu peux te présenter? Bien sûr. Donc, je m'appelle Ata Soulami. Je suis ingénieur de formation, puis j'ai fait une école de commerce et j'ai travaillé en tant que consultant en stratégie. Du coup, vous allez peut-être vous demander pourquoi il nous parle d'investissement. Donc, je précise, je ne suis pas un conseiller financier. Je ne suis pas habilité à donner du conseil financier. Tout ce que je vais dire, ça va être purement à titre éducatif. De toutes les manières, voilà. Rien de ce qu'on dit n'est un Exactement. conseil en investissement. Exactement. Mais je suis passionné par l'investissement et par l'argent en général, même si ce terme peut avoir une connotation un peu bizarre pour certaines personnes. Mais voilà, moi j'adore et j'ai commencé à investir dès que j'ai commencé à travailler, à épargner. Voilà, du coup, je suis là pour peut-être partager un peu mon expérience et aussi encourager les gens à investir. Ouais, et donc, tu es consultant en stratégie, et aussi, moi, je t'ai découvert parce que tu partages beaucoup de savoir et de connaissances sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur Instagram, etc., avec plein de vidéos hyper intéressantes. Et donc c'est comme ça que je t'ai découvert, parce que j'ai appris plein de choses en regardant tes vidéos. Donc là, je voulais qu'on Merci. en discute dans ce format-là. Tout à fait. Je suis créateur de contenu depuis pas très longtemps, donc ça m'échappe quand je me présente. Mais du coup, je fais de la création de contenu depuis peut-être 6 mois maintenant, sur l'investissement en particulier. Et j'ai aussi rejoint une aventure avec des amis. C'est une plateforme qui s'appelle ID Bourse, qui est une sorte de plateforme pour la data financière sur la bourse de Casablanca en particulier. Et du coup, qui a vocation à aider les investisseurs à analyser les boîtes pour investir. Ok, alors on rentre directement dans le sujet. On va parler d'investissement. Je pense que la première question qu'on se pose, c'est pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il faut investir? Est-ce que c'est vraiment important? Est-ce qu'on est obligé d'investir? Est-ce que tout le monde est obligé d'investir? Je pense que c'est intéressant même que tu nous expliques pourquoi tu penses que c'est important de s'intéresser à ce sujet-là. Oui, non, c'est une très bonne question. En fait, moi, la manière dont je le vois, c'est historiquement, si tu entends nos parents, la génération de nos parents, la retraite, c'est quelque chose qui est, on va dire, quasi sûr. Et c'est l'objectif de tout salarié. Voilà, on va travailler un certain nombre d'années. Après, on aura une sorte de rente qui va nous permettre de continuer à vivre dignement. Malheureusement, que ce soit au Maroc ou même les Marocains qui vivent à l'étranger, dans tous les pays occidentaux ou ailleurs, on voit que cette réalité, elle est de moins en moins réelle et que déjà, il y a, on va dire, une perte de pouvoir d'achat très très rapide qui est due à l'inflation. Donc l'inflation, juste pour l'expliquer rapidement pour les gens qui ne connaîtraient pas, c'est en fait, il y a des gens qui l'expliquent par la cherté des prix, enfin les prix qui deviennent de plus en plus chers. La vérité, c'est que c'est la monnaie qui se dévalue et qui permet d'acheter moins de choses avec la même valeur. Et donc, si on prend un exemple, si on prend 100 dirhams aujourd'hui et qu'on se projette dans 10 ans, ces 100 dirhams-là ne nous permettront pas d'acheter la même chose. Et en fait, c'est ça un peu l'inflation de manière très Parce que concrète. chaque dirham, dans le temps, perd sa valeur. Mais dans tous les cas, c'est-à-dire que l'inflation, ça existe. Là, on en a plus parlé, on est d'accord, parce Tout qu'il y a à fait. eu des guerres, etc. Ce qui fait que l'inflation était plus importante. Mais il y a tout le temps de l'inflation. Il y a tout le temps de l'inflation. Et l'inflation en soi, elle n'est pas mauvaise parce que c'est aussi un mécanisme qui permet d'encourager la consommation. Donc, si l'argent va se dévaluer, on doit le consommer. Mais si elle est Ça trop fait tourner l'argent élevée, dans l'économie, ça en fait fait. tourner l'argent. Mais si elle est trop élevée, ben, ça veut dire que l'argent qui dort et qui n'est pas investi, il perd de la valeur assez rapidement. Et peut-être que dans la génération de nos parents, on a aussi des exemples où ils nous disent, voilà, à l'époque, j'achetais, tu vois, le déjeuner à juste rial, 4 rial, etc. Et donc ça, c'est des petites indications qui montrent qu'en fait, l'argent perd de la valeur dans la durée.
Et je pense même là, on peut le quantifier dans Ouais, notre propre génération. Ces stats où tu vois 1 dollar en 1920, tout ce que tu pouvais acheter, c'était. Tu Voilà. pouvais faire des courses. Tout à fait. Et même maintenant, si voilà, les gens vont nous dire 1920, c'est vraiment le passé ou c'est l'ère préhistorique. Si on se dit juste il y a 10 ans, il y a 20 ans, des périodes qu'on a vécues nous-mêmes, ben, le prix de l'immobilier, le prix du carburant, il y a des prix qu'on connaît, qu'on dépense tous les jours, qui ont augmenté. Donc c'est ça Donc avant l'inflation. même de te dire je veux investir pour avoir un retour sur investissement, tu te dis, le premier sujet, c'est juste de contrer déjà l'inflation. Tout à fait, exactement. C'est donc investir déjà avant de se dire on va faire de la performance. Déjà, on va juste protéger notre argent. Donc ça, c'est très important. Il y a aussi une autre règle, peut-être c'est l'occasion de l'expliquer rapidement. Je ne sais pas si tu es familier avec la règle des 72, the rule of 72. C'est une sorte de formule. L'idée, c'est de dire combien de temps il me faut pour que mon argent double selon une performance donnée. Si on l'applique à l'inflation, on va dire, si on prend les 100 dirhams, que j'ai pris comme exemple au début, si on les fait augmenter avec un taux d'inflation donné, combien de temps il va falloir pour que ces 100 dirhams deviennent 200 dirhams, entre guillemets, et donc combien de temps il nous faut pour que 200 dirhams aient la valeur des 100 dirhams en premier. Donc peut-être c'est un peu tiré par les cheveux, mais l'idée c'est de dire, imaginons un taux d'inflation à 5%, qui est élevé, mais juste pour que le calcul soit rapide, cette règle des 72, elle nous permet de dire, si on divise 72 par ce taux-là, ça nous donne le nombre d'années pour que l'argent double. Et donc si on fait 72 divisé par 5, grosso modo, on est dans Par les... 5, pas par 5%, tu Par divises 5, par 5. voilà, pour simplifier. Ok. Donc si on la divise par 5, ça nous fait grosso Environ modo 15 environ. 15 ans. Et du coup, si par exemple on a épargné 100 000 dirhams aujourd'hui, ben dans 15 ans, il nous faut 200 000 dirhams pour pouvoir dépenser et acheter la même chose. C'est un peu ça le parallèle que j'essaie de faire avec cette règle-là. Et du coup, parce que voilà, des gens vont dire 5%, 2%, c'est des petits chiffres, mais quand on se dit... Mais plus concrètement, ça veut dire que si j'ai 100 000 et que je veux pouvoir acheter la même chose avec, Dans c'est-à-dire 15 ans. avec des tables, enfin si je veux acheter des tables, des chaises, une voiture, etc., donc des vraies choses, et donc les mêmes choses dans 15 ans, au lieu d'avoir 100 000 dirhams aujourd'hui, je dois avoir 200 000 dirhams dans 15 ans. Tout à fait. Et c'est ça l'impact de l'inflation. Tout à fait. Ok, donc premier sujet. C'est intéressant de s'intéresser c'est important de s'intéresser à ce sujet-là parce que il y a le sujet de l'inflation et si tu fais rien de ton argent, entre guillemets, tu perds de l'argent parce que tu as l'inflation tous les ans, pour simplifier. Le deuxième sujet, et tu m'en as parlé un petit peu avant qu'on enregistre, c'est la différence entre les actifs et le passif, donc les assets et les liabilities. Et tu me disais que c'était un sujet important quand on commence à investir. Pourquoi ? Tout à fait. Donc en fait, voilà, on a adressé la première partie qui vise à dire il faut investir pour protéger son argent et son épargne. Maintenant, l'idée aussi de l'investissement, c'est de créer de la valeur et d'augmenter la valeur de notre argent. Et donc là, ça va dépendre où on met cet argent-là. Donc on peut soit le dépenser, et c'est ce qu'on appelle des liabilities en anglais ou du coup du passif, c'est quand on achète des choses qui ne rapportent pas de l'argent. Un téléphone, Une voiture, même euh, une résidence principale, même si voilà, pour certaines personnes, ok. c'est un peu... Un truc pour se faire plaisir, mais plus généralement, quelque chose qui ne te rapporte qui ne te pas. rapporte pas de l'argent. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut acheter que des choses qui rapportent de l'argent. Il faut qu'on consomme pour vivre, aussi voilà, exactement. Et même pour le plaisir, il n'y a pas de mal, mais il ne faut pas acheter que ça, et il ne faut pas confondre ce type d'achat avec l'investissement. Et du coup, les actifs ou assets, c'est les choses qu'on achète qui aussi rapportent de l'argent, soit en nous rapportant du vrai cash. Donc, c'est des choses, par exemple, si on achète un appartement qu'on va louer et donc on va percevoir des loyers. Ou alors, c'est des choses qui vont juste augmenter en valeur et qui vont faire fructifier notre argent. Par exemple, si j'achète un appartement, je le loue, c'est un actif, mais aussi si j'achète un terrain, mais j'estime qu'il va prendre de la valeur, ça peut être un actif, c'est ça. Exactement. Mais par contre, si j'achète une voiture et donc elle perd de la valeur, elle me rapporte rien, ça c'est un... Ça me coûte de l'argent de Ce que tu dis, l'utiliser. c'est pas qu'il faut acheter que des actifs, mais qu'il faut savoir la différence pour aussi acheter des actifs. Parce qu'il faut... Exactement. D'accord. Et l'investissement, il passe principalement par l'achat d'actifs. L'investissement, c'est au final mettre l'argent dans
soit des projets ou voilà, acheter des choses qui vont nous permettre de récupérer notre investissement avec une plus-value. Et donc, voilà, l'investissement ne peut jamais passer par le passif. Il va passer uniquement par l'actif. Ok. Une fois qu'on a dit ça, donc on s'intéresse à l'investissement, mais avant même de commencer à investir, est-ce qu'il y a des prérequis dans le sens, est-ce que n'importe qui peut commencer à investir ou là il y a des choses auxquelles il faut faire attention avant même de commencer à investir? Oui. Donc, moi, je dirais n'importe qui peut investir et même devrait investir, mais pas sans certains prérequis. Le premier étant d'avoir une épargne de sécurité. Tu sais, au Maroc, on dit Douairzman, donc avoir un peu de cash à côté au cas où. Et ça, c'est très important parce que il y a beaucoup d'événements imprévus qui peut arriver où on a besoin de cash. Et donc, si on n'a pas ce cash à côté, donc de l'argent liquide prêt à être déployé, des fois, on peut être dans des situations très compliquées, que ce soit, je sais pas moi, euh, l'état de santé d'un membre de la famille ou il y a beaucoup de situations qui Ouais. peuvent nécessiter du cash. Une Et, perte et comment d'emploi. tu estimes combien il te faut en termes d'épargne de sécurité? Oui, en fait, il y a des règles. La vérité, ça dépend des personnes, de leur niveau de vie, etc. Il y a des règles sur Internet que certaines personnes recommandent. C'est généralement entre 3 et 6 mois de dépenses fixes. Comme ça, en fait, si quelque chose arrive, par exemple, si demain quelqu'un perd son emploi, il pourra survivre entre Ouais. 3 et 6 mois en payant les charges Sachant que c'est pas récurrentes. beaucoup. C'est-à-dire quelqu'un peut-être qui estime qu'il peut avoir que trouver un autre travail peut lui prendre plus que 6 mois. Il Il lui devrait faut 12 potentiellement mois, avoir 18 plus. mois. Et je pense Tout que ça à dépend de fait. l'âge aussi, j'imagine. Ça dépend de l'âge, ça Si dépend tu du es profil jeune, tu de n'as pas beaucoup risque. de frais et que tu es employable rapidement, Tout à fait. je peux te dire 3 mois. Mais si tu sais que si tu perds ton travail, il te faut 12 mois, à ce moment-là, Et il ça faut dépend beaucoup plus aussi d'argent. de ta capacité à réduire tes charges fixes. Si tu es jeune et que tu n'es pas de Casablanca, mais que tu travailles à Casa, tu perds ton travail, tu vas peut-être juste lâcher ton appart, tu rentres chez les parents, tu réduis. Techniquement, tu pourrais quasiment plus rien dépenser. Voilà, Alors que si voilà. tu as une famille et que tu estimes que ça te peut prendre du Voilà, où temps, tu as un crédit et tu dois payer la traite, etc. épargne de sécurité, ça va être un certain nombre de mois qui dépend de la situation de chacun, Tout de à tes fait. dépenses. Oui, pour Que moi, tu il dois faut, il faut ça économiser avant de avant commencer à investir. d'investir. Ça, Oui, c'est de l'économie déjà. exactement. Je pense que la deuxième chose, idéalement, c'est repayer ses dettes, en particulier les dettes, enfin les crédits conso. Je vois, il y a beaucoup de Marocains qui prennent des crédits conso pour pour Ouais. financer un voyage ou acheter Et tu des estimes qu'il choses. faut les repayer en avance ou là. Idéalement, surtout que généralement les taux des crédits conso sont assez élevés. Et donc en fait, si tu imagines, imaginons que tu as 100 000 dirhams de crédit conso à, je sais pas moi, 12% ou 15% par an. Donc tu dois la rendre, ça peut être aussi élevé que ça. Parce que des fois, ils te disent, je te donne un exemple que je vois souvent, c'est l'Eid Kbir. Ils te disent, achète le Hawli tu prends 5000 dirhams et tu nous rends 1000 dirhams par mois sur 8 mois ou un truc comme ça. Quand tu fais le calcul, le taux, il est énorme. L'argent en absolu, il paraît faisable, mais le taux, il est énorme. Et du coup, en fait, si tu repaies tes crédits conso, théoriquement, tu fais le taux, tu le fais en performance. Parce qu'en fait, tu évites de payer les 15% plus tôt. Et donc, c'est comme si tu fais une performance de 15% qui est garantie, entre guillemets. Oui, tu rembourses. Donc, ce que tu expliques, c'est que si tu empruntes 5 000 et que tu dois rembourser 8 000, mais que tu rembourses en avance, tu ne payes pas la différence entre les 8 000 et les 5 000. Voilà. Et donc, entre guillemets, tu gagnes Tu les gagnes 3 les 000. 3000 Tu gagnes entre les 3 guillemets. 000. Voilà. Et du coup, ok, donc si tu as déjà des crédits, tu les rembourses. Oui. Et peut-être que tu peux te dire, enfin par exemple, si c'était seulement 4%, mais que tu estimes que tu peux investir et gagner plus que 4%, ben dans ce cas-là, tu vas pas Dans ce cas-là, rembourser. voilà. Et c'est le cas typique de l'immobilier, de l'investissement dans l'immobilier. Quand tu veux calculer la rentabilité assez rapidement, tu vas regarder la rentabilité brute avec les loyers. Donc, et tu la compares au taux d'intérêt. Si elle est supérieure, c'est que tu gagnes. Théoriquement, Donc après, si tu empruntes X à la banque à un taux et et que que toi, tu fais toi, tu, as un- 2x, tu gagnes plus avec tes loyers, bah en fait, tu gagnes l'argent parce voilà, que ce que tu gagnes est supérieur à ce que tu payes à tout la à fait. banque. Donc là, il n'y a pas Et vraiment donc, d'intérêt et donc là, bien sûr, tu vas pas à le rembourser en repayer. avance. D'accord. Voilà. Donc, Donc voilà, épargne de rapide. sécurité, si tu as des dettes, commencez par les Tout rembourser, à fait. surtout si les taux sont élevés. Et ensuite, tu peux commencer à réfléchir à investir. Quand Exactement. tu investis, tu as plein de produits, et on ne parlera pas de tout, et on ne parlera pas de tous les sujets, bien sûr.
De toutes les manières, la discussion, pour moi, elle est surtout pour donner des grandes idées et après aller chercher en fonction des sujets. Et si on s'intéresse à un sujet, aller creuser le sujet. Mais peut-être on peut se concentrer sur un des sujets, c'est la bourse. Comme je disais, en 2025, il y a de plus en plus de gens qui sont intéressés à la bourse. Je pense qu'il y a plusieurs dizaines de milliers de nouvelles personnes, je pense, qui ont investi pour la première fois. Je ne sais pas les chiffres exacts, mais je pense qu'il y a pas mal de nouveaux investisseurs. Peut-être on peut commencer par, si tu peux expliquer la bourse que c'est, de manière générale. Vraiment, pour quelqu'un qui ne connaît pas la bourse, ne sait pas ce que c'est, on en a entendu parler mais ne connaît pas encore spécifiquement comment ça fonctionne, Oui. comment tu présenterais les choses? En fait, la bourse, c'est assez simple. C'est un marché où se vendent des produits financiers, mais en particulier, c'est des actions d'entreprise. Donc, il y a d'autres produits, on va pas s'attarder sur tout le reste, mais en particulier, c'est un marché où tu peux acheter et vendre des entreprises ou des parts d'entreprises qui sont publiques. Publiques, ça veut dire que elles sont sur ce marché-là et n'importe qui peut les acheter ou les vendre. La particularité de ce marché-là, c'est que c'est un marché qui est drivé par... Donc les prix sont définis au fur et à mesure au cours de la journée, en temps réel, selon l'offre et la demande. Et donc, si tu veux l'imaginer, d'ailleurs, c'était le cas avant que ça soit digitalisé. Donc, il y a des gens qui viennent sur place et qui commencent à négocier le prix des titres. Et du coup, le Comme ça, cours à la se voix, fait est-ce que tu veux une exactement action comme ça. Au téléphone, les brokers qui appellent les clients et une qui... action de telle boîte à temps? Non, je veux pas, plus cher, moins cher, et tu te... Hada, et maintenant, c'est digitalisé. Voilà, exactement. Maintenant, pour expliquer aux gens pourquoi les entreprises s'achètent, se vendent, etc., comme ça, on rapproche ça un peu aux gens. En fait, les entreprises, une fois qu'elles grandissent un peu, euh, elles atteignent une certaine maturité. À un certain moment, elles peuvent, au lieu de financer la croissance par la dette, qui est le mécanisme classique, donc ils partent à la banque, ils prennent des crédits, ils peuvent appeler de l'épargne publique. Donc ils peuvent venir et dire aux gens, donnez-nous de l'argent, et au lieu de vous rembourser comme on va faire avec la banque, avec des intérêts, on va vous donner des parts de notre entreprise. Donc financer notre croissance et on vous donne des parts. Après, donc ça c'est intéressant parce que pour les investisseurs, c'est une occasion de faire partie d'une aventure d'une entreprise qui va croître et du coup, Ou pas, qui peut ne pas ou croître, pas, ou qui tout peut à fait, décroître, même mourir. Mais en tout tout à cas, fait. tu peux C'est ça prendre la une part dans promesse. l'entreprise et avoir à la fois ce risque et cette possibilité de gagner. Exactement. Donc c'est ça la promesse pour les investisseurs. Mais après, la question qui va se poser pour les investisseurs, c'est première chose, on veut savoir ce que vous allez faire de notre argent. On veut que vous nous communiquiez régulièrement les performances de ce que vous allez faire. Donc du côté de l'entreprise, dans sa panoplie de manières de se financer, elle va avoir une possibilité en plus, Une possibilité en qui plus est l'appel coûte, public à l'épargne. et Donc, qui coûte théoriquement moins cher que la dette parce qu'il n'y a pas le cash qui doit repartir forcément avec des modalités, avec des taux d'intérêt. si elle s'endette, elle va devoir rembourser ce taux, alors que là, elle peut proposer des actions au public qui va investir et ce public-là, il peut, en tout cas, s'il achète à X, il y a déjà l'action qui peut monter ou descendre et les boîtes aussi, elles peuvent distribuer des dividendes comme à leurs Tout à fait, actionnaires. tout à fait. Donc, en tout cas, sans rentrer forcément dans tous les détails, Un petit point rapide sur ça qui est important, c'est donc je disais, il y a quelques promesses pour les investisseurs, c'est la transparence, c'est le reporting, tout ça. Mais la plus importante, c'est que les investisseurs, ils doivent avoir la possibilité de récupérer leur argent quand ils veulent. Et c'est là où il y a un marché qui s'appelle le marché secondaire et qui est en fait ce qu'on connaît de la bourse, à part les introductions en bourse qui sont cette toute première opération où l'entreprise lève de l'argent. Bah après, ces actions-là, elles, elles peuvent être elles rachetées peuvent et être revendues à rachetées n'importe et quel moment. revendues. Peut-être quand même, ce qu'il faut dire, c'est que les marchés sont pas toujours liquides. Oui, C'est-à-dire que en théorie parfaite, il faut pouvoir racheter ou revendre à n'importe quel moment. Mais dans les faits, dans les parfois on a faits, acheté une action et comme il y a personne, parce que si je veux vendre, je dois vendre à quelqu'un. Si à exactement. ce moment-là il y a personne pour acheter en face, ça peut prendre des semaines, ça peut prendre des mois. Et c'est là où on dit le marché n'est pas liquide, ou en tout cas l'action Tout à n'est pas fait. liquide. Tout à fait. Je vais pas Mais en pouvoir tout cas, la- les actions restent, on va dire, un peu plus liquides que d'autres types d'investissements comme Par contre, c'est parmi l'immobilier, etc. les plus liquides. Exactement. Et aussi, je pense que ce qu'il faut dire, c'est que si tu regardes tous les actifs qui existent, la bourse, c'est un des actifs les plus risqués. Oui.
On n'a pas parlé d'autres actifs, d'immobilier, etc., parce que ce n'est pas forcément le sujet aujourd'hui. Mais je pense que c'est important de dire que quand tu regardes tout ce que tu peux acheter, donc je peux acheter de l'or, je peux acheter de l'immobilier, je peux acheter des actions, je peux acheter plein d'autres choses. En fait, les actions, c'est parmi les plus risquées. Tout Et à fait. quelle que soit l'action, même si elle a une bonne performance, elle peut perdre toute sa valeur. Tout à fait, parce qu'au final, c'est une entreprise. Les entreprises peuvent faire faillite. Il y a des exemples même d'entreprises qui étaient leaders et Qui qui ont étaient fait leaders faillite. et qui ont passé même 10 ans, 15 ans, 20 ans à avoir des bonnes performances. Exactement. Donc, tout à fait, c'est un marché qui est relativement risqué comparé à d'autres marchés. Mais la contrepartie de ça, c'est que la promesse aussi, c'est que si ça marche et quand ça marche, les performances sont meilleures pour les boîtes qui fonctionnent bien, qui ont une belle croissance, Ouais. etc. Je pense que c'est important de dire ça, surtout dans des moments où il y a beaucoup d'euphorie, etc. Tout Il faut à fait. toujours Non, je dire suis ça, d'accord. que en fait, une action, elle peut perdre toute sa valeur. Exactement. Et c'est normal. En fait, quand tu investis, tu dois partir du principe que c'est de l'argent que tu peux perdre. Tout à fait. Et l'autre point important à mentionner aux gens, c'est qu'il y a de la volatilité, ce qui veut dire que même si la boîte ne fait pas faillite et que la boîte marche bien, en fait, il y a une différence entre le prix qui est affiché, tu vois, aujourd'hui on est le 21 avril, donc le prix au 21 avril de cette action-là, et la vraie valeur de cette action. Et vu que c'est un marché qui est drivé par la demande et l'offre, et donc en fait ça dépend de ce que les gens pensent de cette action à ce Et moment-là. aussi, tu peux te dire que peut-être que sur 10 ans, dans le cas où tout se passe bien, ça peut croître, mais peut-être qu'il y a un moment où ça baisse. Sur le chemin, Et ça peut baisse baisser. de 20-30%. Et puis Tout ça à fait. remonte. Il faut être capable d'encaisser ces Voilà, moments-là. exactement. Et un sujet qui est important, je pense, pour toi, dont tu m'as parlé plusieurs fois, c'est qu'on parle du mot investissement et parfois on entend le mot trading. Et en fait, ça n'a rien à voir. Est-ce que C'est tu peux deux expliquer choses la différence? complètement différentes, exactement. Et en fait, il y a des gens qui pensent que le trading, c'est l'investissement en accéléré. On va juste accélérer l'investissement. En fait, c'est deux choses différentes à plusieurs niveaux. Donc, le trading, c'est parier sur la hausse ou la baisse d'une action dans le court terme. Parce que Donc à plusieurs semaines ou à quelques mois environ, c'est ça? ça peut être même la même journée. Même la même journée, Certains- la semaine, le mois. Exactement, Ok. exactement. Et Donc il y a une notion de court terme de court terme ou de très court terme dans certains cas. et une notion de spéculation. Exactement, c'est de la spéculation pure et dure. Et des fois, voilà, le trader, il va se dire que il a une confiance dans ce qui va se passer à cause de tel et tel élément. Donc, c'est une activité qui est drivée par l'information, par tout ce qu'on connaît sur l'action, qui va nous laisser croire si elle va monter ou descendre. Des fois, ça peut être juste l'annonce d'un. On a vu récemment, chaque fois que Trump parle, les bourses montent ou descendent selon ce qu'il va dire. Parce que, voilà, il y a la peur des investisseurs. Et donc, les traders, ils essaient de gagner dans ces mouvements-là. Alors, le trading, il est pas. C'est de la spéculation, mais c'est pas du gambling. C'est pas de la. C'est pas c'est pas un jeu d'argent. C'est C'est-à-dire pas, que- voilà, c'est ouais. pas un jeu d'argent, mais c'est fait avec, dans des institutions avec des moyens très solides, avec tu vois, des algorithmes qui essaient de prédire ce qui va se passer, des équations mathématiques, il y a beaucoup de choses. Moi, peut-être que moi je suis extrême, mais moi j'estime que. Parce que tu vois, il y a des gens qui parlent de trading sur Internet, etc. Mais en fait, il faut être réaliste. Les gens qui font vraiment du trading, ils travaillent dans des boîtes où il y a des milliers d'ingénieurs. Exactement, Ils ont des équipes IT de tech qui sont énormes parce que juste la connexion au marché, elle est importante, par exemple. exactement. Ils ont des ingénieurs qui viennent des meilleures boîtes. Ils travaillent pendant des années pour apprendre. Et ils ont accès à une donnée privilégiée Donc, pour que moi, l'investisseur lambda n'aura jamais. Et donc, tu peux apprendre, te former comme tu veux. Je pense que c'est impossible. En fait, il y a des statistiques, comme ça on n'est pas dans Ouais. l'opinion. Donc il y a des statistiques, il y a des études qui ont été faites. Malheureusement pas au Maroc spécifiquement, mais je suis confortable de les Il n'y extrapoler. a pas de raison qu'on soit. Voilà. différent. Et du coup, il y a entre 85 et 95% des traders qui perdent de l'argent de manière consistently, de manière régulière. Régulière. Ouais. Et donc, il y a uniquement, on va dire, moins de 10% qui gagnent de l'argent, on va dire, plus que occasionnellement.
sachant qu'il y a un énorme biais de chance et de volatilité qui fait que les 5-10% qui gagnent de l'argent, probablement, ils ont de la chance. C'est-à-dire que Tout à fait. C'est-à-dire que court, moyen terme, ils sont en train de gagner de l'argent, mais juste parce que tu as une chance sur deux de Tout gagner à de fait, l'argent, de perdre de exactement. À un l'argent. moment, En réalité, moi, quelques-uns statistiquement vont avoir voilà, raison plusieurs quelqu'un fois, qui ils n'est vont pas gagner. professionnel dans une institution, je suis assez confortable de dire que dans quasiment tous les cas, sur le long terme, Il sera perdant. les gens perdent de l'argent. En plus des frais de transaction que les gens négligent, en fait, il y a une chose qui bouffe beaucoup des performances, c'est les frais de transaction. En fait, quand on fait du trading, on fait beaucoup de transactions. Et donc, mécaniquement, on érode les gains. Même si on gagne beaucoup, on va éroder les gains avec les frais de transaction. Ouais. Donc, si tu fais du trading de ton côté sans ces institutions, sans ces centaines, ces milliers d'ingénieurs, c'est que tu estimes vraiment que tu es beaucoup plus intelligent Oui, que la norme, mais c'est de ça. très très loin. Mais en fait, Même pas un petit peu plus. mais l'humain est comme ça. Si tu parles avec les gens, tout le monde estime qu'il est. J'ai une anecdote qui n'a rien à voir avec le trading, mais qu'on nous avait fait quand j'étais dans le conseil. Donc, en fait, à chaque fois, on est noté par rapport au pair. Et tu vois, à la fin d'un cycle, ils nous disent voilà, toi, tu es dans le middle 80%, tu as le top 15, après le top 1%, etc. Et ils nous ont envoyé une survey pour nous dire quelle est votre performance, à votre avis. Et après, toi aussi, tu te mets. Et en fait, ils nous ont sorti cette statistique où ils nous ont dit 65% d'entre vous pensent qu'ils sont dans le top 10%. Donc, tu vois, c'est impossible. Mathématiquement, c'est impossible. C'est un biais, ouais. Et donc, voilà, si tu parles avec les traders, parce qu'aussi, il y a aussi il y a un peu de dopamine dans le trading. Parce que voilà, tu disais, c'est pas du gambling, c'est pas du jeu d'argent, mais ça peut quand même. Dans le sens... Pour les particuliers, je dirais que c'est ça. Pour les institutions, Exactement. c'est un Donc, peu plus. C'est pour ça qu'on a parlé d'institutionnels et de Tout à fait. particuliers. Les institutionnels, c'est un métier. Tout à fait. Et même quand tu parles à des gens dont c'est le métier, qui ont fait ça pendant 20 ans, ils sont très humbles. Tout à fait. Ils te disent pas que, même eux, ils te disent pas qu'ils savent ce qu'ils font. Ils te disent que les choses changent, que parfois ils gagnent juste parce qu'ils ont de la chance, que en fait, Sachant que eux, ils comprennent certaines choses, mais ils comprennent pas tout le reste. Sachant que eux, ils ont un meilleur track record que les statistiques que je t'ai données. Et eux, ils sont très humbles. Eux, ils Et gagnent plus aussi, souvent. Parce que, et aussi eux, dans 100% des cas, ou 99,99999, ils sont convaincus que s'ils sortent de l'institution dans laquelle ils seront incapables de Ils gagner de seront l'argent. incapables de le répliquer parce Donc qu'ils n'ont quelqu'un pas qui a les travaillé outils. pendant 20 ans dans une Tout à boîte fait. ou dans une banque ou dans un fonds, il va sortir, il peut pas le faire tout seul. Exactement. Bon, donc on a parlé de ce sujet-là. On a bien clashé le trading. Ouais, mais aussi tu disais, c'est pas du gambling, donc quand tu le fais professionnellement, bien sûr. Mais pour les particuliers, c'en est proche juste parce que ça appelle le même type de sentiment. C'est tu vois. ça, exactement. Exactement. Donc c'est un petit peu Maintenant, le risque. voilà, les gens vont nous dire ok, on vous croit, mais du coup, c'est quoi la solution Ouais. pour nous? Et du coup, c'est l'investissement qui est voilà, très très Donc, différent. on a parlé exactement des trading, du coup c'est quoi l'investissement? Du coup Oui. c'est plus long terme. Voilà, l'investissement, contrairement au trading, c'est plus long terme. Quand on investit, c'est pas pour spéculer si le cours va bouger dans cette volatilité qu'on a mentionnée sur le court terme, mais c'est en se disant que cette boîte-là, elle vaudra plus cher dans le futur. Pourquoi? Parce que les fondamentaux de la boîte sont bons et parce que il y a plusieurs cas de figure. Soit on pense qu'elle a une croissance qui va être maintenue et donc elle va juste grandir et du coup elle va générer plus d'argent et donc elle aura une meilleure valorisation. Soit parce qu'on pense qu'elle est sous-évaluée par rapport à sa vraie performance actuelle. En tout cas, on investit dans des boîtes et en fait dans l'investissement, moi, les questions que je me pose quand je veux investir, c'est les questions que je vais poser par exemple, si un ami me dit, tu vas investir avec moi dans ce projet. Tu vois, je vais ouvrir un café ou je veux faire ceci ou cela. Je vais me poser des questions. OK, combien d'argent de combien d'argent tu as besoin? Dans quoi tu vas les investir? Comment tu vas gagner de l'argent? Qui seront tes clients? Pourquoi il n'y a pas un concurrent qui va prendre tes parts de marché? C'est des questions simples. Ces mêmes questions-là, si on se les pose sur les boîtes qui sont cotées, on peut se faire une idée sur ces boîtes-là et sur leur potentielle performance, leur capacité à générer du profit. Et après, comparer ça avec leur valeur. Et quand tu as dit long terme, c'est quoi? C'est en années? C'est 5 ans? C'est 10 ans? C'est 15 ans? C'est combien? En fait, Pour moi, dans une boîte, c'est pour moi, le long terme, c'est, on va dire, 10 ans et plus. Donc déjà, quand tu fais de l'investissement, tu investis dans un actif.
خاصك تنساه. Ça veut C'est-à-dire- pas dire que tu es obligé de les عندك 10 ans. Oui, bien sûr, tu peux le vendre Voilà. avant, Mais tu rentres mais en tout cas, tu rentres sur le très long terme. sur le très long terme. Et donc ça veut dire deux choses. Premièrement, tu n'as pas besoin de l'argent que tu as mis rapidement. C'est pour ça qu'on a dit qu'il faut de l'épargne, etc. Donc si jamais tu as besoin d'argent, tu ne veux pas vendre au mauvais moment juste pour te débloquer. Donc l'argent que tu mets, il faut que tu sois capable de le laisser pendant très longtemps. Et il faut que tu donnes le temps à l'entreprise d'exécuter. Les gens oublient qu'une boîte, c'est des personnes qui se réveillent le matin, qui vont faire le travail, tu vois, qui vont essayer de... Ça prend du temps. Ça prend du temps. Et donc, il faut donner le temps à une stratégie de s'exécuter. Et ça, c'est une bonne chose, ça veut dire que tu n'es pas obligé de regarder tout le temps, d'être stressé, Exactement. etc. Tu investis, tu sais que c'est dans le long terme. Quand tu investis, Tout tu à fait. crois dans la boîte. C'est pas juste que tu estimes que tu peux spéculer court terme. Exactement. Et donc, finalement, elle peut perdre 5%, prendre 5%. C'est pas du tout ton sujet. Ton sujet, c'est de voir si sur 5, 10, 15 ans, ça va dans le bon sens ou pas. C'est ça, c'est ça. Moi, j'ai un ami la dernière fois qui m'a dit est-ce que tu as vu aujourd'hui la bourse a baissé de 3%. Ouais, c'est pas du tout le J'ai sujet dit quand la tu fais de vérité, l'investissement. j'ai pas vu. Il me dit mais tu parles tout le temps d'investissement, comment ça t'as pas vu? J'ai dit mais franchement, je vois pas. Parce qu'en fait, tout ça, c'est du bruit. C'est du bruit. Le plus important, c'est le long terme. Exactement. Après, il faut voir quand l'entreprise présente son rapport annuel, ses résultats trimestriels. Ouais. Il faut voir, en fait, il faut suivre la Donc, tu peux- performance de la boîte. C'est-à-dire que parfois, tu peux changer d'avis. Tu peux, Exactement. au bout de 3-4 ans, te rendre compte que finalement, tu Il y a crois des pas dans choses la qui boîte. peuvent se passer. Mais ça n'empêche pas qu'au moment de l'investissement, tu investis parce que tu y crois dans le très long terme. Exactement. Et après, si tu changes d'avis, c'est qu'il y a une vraie nouvelle information qui est Voilà, venue. tu n'es plus convaincu par l'histoire que tu t'es créée la première fois quand tu as investi. Donc même quand tu regardes une introduction en bourse, Oui, tu fais le même exercice. exactement. Il faut pas que tu te dises j'investis juste parce que je pense que ça va monter. Là, tu fais de la spéculation. Exactement. Ça, Tu c'est un très l'achètes bon point. parce que tu estimes que tu vas la garder pendant 10-15 ans. C'est le même Exactement, exercice. exactement. Et malheureusement, sur les introductions en bourse en particulier, vu qu'elles ont eu de très belles performances dans les 2-3 années qui sont passées, ce qui est bien, on est content de voir ça à la bourse de Casa. Mais quand tu parles aux primo-investisseurs, les gens qui investissent pour la première fois, qui sont contents de ces performances, ils pensent que toutes les IPO sont comme ça, toutes les introductions en bourse vont te donner un x2 sur une Ouais, semaine, alors que pas alors du que tout. c'est pas le cas. Il y a plein d'introductions en bourse dans le monde où tu perds de l'argent. Exactement. Enfin, en tout cas, à court terme, long terme, moyen terme. Exactement. À tous les termes, ça a existé. Exactement. Donc, bien Et sûr. après, si enfin, tout le monde réfléchit de la même manière, si tout le monde rentre pour vendre 2 semaines après ou une semaine après, ben, après, bon courage pour trouver l'acheteur. Donc, en fait, il faut avoir cette logique d'investissement long terme, même pour les introductions en bourse, à mon avis. On va revenir à l'épisode dans quelques secondes, mais juste avant, je voulais vous parler de quelque chose. Personnellement, j'adore regarder quelles sont les dernières startups qui se lancent au Maroc, mais on n'a pas toujours le temps de rester informé. Donc on a décidé de réunir toutes les startups à ne pas rater dans la Next Wave Startup List. Si vous êtes entrepreneur, si vous cherchez des idées, ou si vous êtes juste curieux et voulez savoir ce qu'il se passe au Maroc, c'est pour vous. Vous pouvez accéder à la liste sur startuplist.nextwave.ma. Je vous mets le lien exact dans la description. Et sur ce, on peut revenir à l'épisode. Et je fais une parenthèse. Là, on parle que de bourse, mais en réalité, il y a plein de choses dont on ne parle pas. Tu as d'autres actifs possibles. Encore une fois, la bourse, c'est l'actif le plus risqué. Tu as des gens qui investissent quasiment pas en bourse ou très peu. Mm. Et dans ton portefeuille d'investissement, ça ne doit être qu'une partie. Oui, exactement. Et donc voilà, il y a plein d'autres considérations, mais bon, on ne peut pas parler de tout. Ok, donc investir, c'est long terme. Avant d'investir, il faut vraiment être convaincu, parce que c'est quelque chose que tu es censé garder dans le long terme. C'est plutôt une bonne chose, parce qu'en fait, tu as t'es plus calme, tu n'as pas C'est besoin ça, de tout le c'est temps ça. regarder les chiffres, etc. Oui, À part les big informations financières et stratégiques de l'entreprise. exactement. Et tu as amené un petit, Oui. un petit graphe. Qu'est-ce que c'est? Oui, alors j'essaie de le montrer à la caméra. Je ne sais pas si les gens vont pouvoir le voir, mais Ouais. au pire... Je pense que sinon on le rajoutera à la caméra, C'est ça. à l'écran. En fait, ça, c'est une illustration de l'effet des intérêts composés. Donc, en anglais, c'est le compounding. Et qu'est-ce que ça illustre? En fait, quand on parle de bourse et de performance, on parle de 8% par an, 10% par an, des chiffres comme ça. C'est un peu ce que la bourse a délivré historiquement. Et donc, les gens se disent des fois... Historiquement, sur les marchés américains. Même à la bourse de Casablanca, Ok. on est autour de 8%. Sur 20 ans? Sur, oui, les 20 à 30 dernières années. D'accord. ok. Exactement. Mais du coup, les gens, ils se disent que les 8%, c'est peut-être très peu.
Et surtout, les gens qui ont un petit budget, ils se disent, OK, je vais mettre 10 000 dirhams, j'aurai 11 000 dirhams. Merci pour le conseil. Mais en fait, le compounding, c'est en fait quand on fait une performance l'année d'après, on la fait sur le capital initial, mais aussi sur l'incrément qu'on a déjà gagné. Donc, si je fais 10 000, l'année d'après, je fais 11 000, mais l'année d'après, Je je rajoute fais 10% sur 11 000, pas sur sur 10 11 000. 000. Voilà, donc ça devient 12 100, etc., etc. Et en fait, les premières années, pendant très longtemps, on va dire 10-15 ans, ça croît de manière très timide. Mais en fait, ça fait un effet boule de neige qui explose à un moment et ça croît très rapidement par la suite. Donc, j'ai le graphe qui le montre ici, où on voit quelqu'un qui a démarré à 22 ans et quelqu'un qui a démarré à 32 ans, donc 10 ans d'écart, et qui investissent jusqu'à ce qu'ils atteignent 60 ans. Si on prend cette hypothèse, je ne sais pas ici si j'ai 8% ou 10%, mais en tout cas, voilà, 8%, on voit que la personne qui a démarré 10 ans plus tôt, alors qu'ils mettent la même chose, à la même fréquence, et ils ont la même performance. Ils investissent la même chose tous les mois et ils ont la même performance, le même performance. retour sur investissement, mais juste, ils n'ont pas commencé au même moment. Ils n'ont pas commencé au même moment. Il y a une personne qui a commencé 10 ans avant, sur une période de 40 ans. Donc 25%. Donc, il y en a un qui a investi plus. 40 ans, il y en a un qui a investi 30 ans. Tout à fait. Et en fait, l'écart, il est plus que le double. Donc le patrimoine qu'ils auront construit quand ils auront 60 ans, pour la personne qui a démarré 10 ans avant, elle aura plus que le double que l'autre personne. Donc là, le chiffre, c'est que si tu investis 500 dirhams par mois pendant 40 ans avec 8% de retour sur investissement annuel, C'est ça. tu arrives à 1,75 million de dirhams au bout de 40 ans, De 40 ans. au lieu de 745 000 dirhams au bout de 30 ans. Donc, dans les 30 premières années, tu fais les 745 000 dirhams et tu rajoutes que 10 ans où tu rajoutes 1 million de dirhams. Donc, dans les 10 dernières années, tu fais plus que ce que tu as fait dans les 30 premières années. Il y a même un exemple beaucoup plus flagrant de Warren Buffett, qui est un investisseur iconique américain, qui a commencé très tôt. En fait, c'est là où on voit que la durée de l'investissement, elle a plus d'effet que la performance que tu fais. En fait, il est multimilliardaire. Il est devenu milliardaire à, je pense, 56 ans. Et il a fait plus que 99% de son patrimoine en richesse après ses 56 ans. Donc, en fait, ça lui a pris jusqu'à l'âge de... Il a commencé à investir à quel âge, tu as dit? Je pense à 11 ans. Donc, assez Jusqu'à jeune. 56, et ensuite de 56 à... Il a 80 et quelques maintenant. Après, il est toujours vivant. Il est toujours vivant. Il doit avoir 100 ans ou 95. Il a 80 et quelques, oui, c'est ça. Mais en fait, tu te dis, plus que 99% de ce qu'il possède, de sa richesse, plus de 99%, il l'a fait après 56 ans. Ça, c'est le cas dans plein de choses. Et je pense que c'est même un conseil plus général. Par exemple, quand tu montes une boîte, souvent, tu essaies d'aller très, très vite. Surtout dans la culture aujourd'hui, où on parle beaucoup de start-up, de levée de fonds, etc. Et on a envie d'aller très, très vite. En réalité, si tu crées une boîte pour construire cette boîte sur 40 ans, il est très probable que la majorité du bénéfice financier arrive sur les dernières années. Sur les dernières années. Oui. Et donc ça te pousse à construire des bases très solides et à plutôt aller doucement. Tout à fait. C'est-à-dire à construire petit à petit chaque pilier. Pourquoi? Parce que tu sais que c'est à la fin que ça se joue. Et donc c'est du très long terme. C'est ça. Il y a aussi une autre... je ne sais pas si tu as vu, peut-être c'est le bouquin de James Clear. Okay. Je ne sais pas si c'est la bonne référence, si c'est ce bouquin ou un autre. Mais en fait, il parle aussi dans les habitudes, si tu changes un tout petit incrément pendant une grande durée, ce que ça peut faire. Et si c'est positif ou négatif. Donc, il te dit, imaginons que maintenant tu es au niveau 1 et que tu rajoutes 1%. Donc, chaque jour, pendant 365 jours d'une année. Donc, tu rajoutes que 1%, donc 1,0,1, 1,01 à la puissance 365, 1% par jour. Et tu compares ça à faire une mauvaise habitude, donc 0,99 à la puissance 365. Ouais. Et donc, le premier tend vers l'infini, le deuxième il tend vers 0. Ouais. Et du coup, là, tu vois l'effet à long terme du compounding. Et ça, c'est super intéressant. Ouais. Donc, il faut être très patient. Mais ce que ça veut aussi dire... Est-ce que j'ai dit les bons chiffres? Ouais, donc c'est écrit en dollars, mais j'ai dit 500 dirhams. Ça marche pareil. Ce que ça veut aussi dire, c'est que
le montant n'est pas très élevé parce que là, on dit 500 dirhams par mois. Au bout de 40 ans, tu as 1,75 million de dirhams. Voilà. Si tu as un Après, return de le 8% 500 par dirhams an. par mois, tu le fais passer à 1000, à 2000, selon ton budget. Et donc, voilà, Et si tu ça peut investis faire, sur un très long terme, Voilà. Mais tu sais où les gens vont bloquer, c'est Mohamed, sur les 40 ans. Les gens me disent, oui, nous, on veut pas devenir riche quand on est vieux et qu'on n'a pas, tu vois, la force de profiter, etc. Maintenant, moi, je suis d'accord. Si tu as une épargne de, on va dire, de 2000 dirhams ou selon le niveau de chacun, tu peux aussi être un peu smart et dire, OK, une partie, je vais prendre ce chemin qui est très long terme et je vais juste l'oublier. Après, une autre partie, si je veux, je fais une petite épargne, je lance un projet, j'essaie des trucs, il n'y a pas de ouais, et souci. tu peux aussi le voir comme le but, c'est pas de devenir riche. Le but, c'est de préparer sa retraite, Exactement. d'investir. Et en réalité, toi, tu travailles tous les jours, c'est là où tu gagnes de l'argent et tu as envie de réussir dans ta carrière ou là, dans tes Exactement. projets, etc. Et à côté de ça, tu as ton coussin de sécurité Voilà. qui est très que long tu terme. oublies et Qui est très très long terme et qui sera une que bonne tu oublies. surprise une fois que tu seras grand et Ouais. que tu auras besoin d'argent. Alors, quelques disclaimers. Ça fait pas toujours 8%. Donc, c'est pas 8% Très bon tous point. les ans. Non, non, non. C'est avec la volatilité, ça peut être Tu des estimes années. que sur 40 ans, en moyenne, ça va être Voilà. 8%. Donc, ça peut être plus, ça peut être moins. Et aussi, dans l'histoire, il y a eu des périodes assez longues Oui, dans lesquelles, maintenant, on est arrivé à 100 et on est descendu en dessous de 100. Et Et pour ça a pris très longtemps avant de très très bon point. remonter au-dessus de 100. Tout à fait. J'ai pas les chiffres exacts, mais je crois Alors, que ça je a peux- déjà pris 15-20 ans. Je peux te donner quelques chiffres que j'ai en tête. Je pense que la durée la plus longue, je pense qu'elle était de 20 et quelques années. Donc, juste pour expliquer, ça veut dire que, supposons que tu investisses au pire moment. Tu achètes quelque chose qui Au vaut plus 100. haut. Ça a déjà pris dans l'histoire 20 ans juste pour revenir à la valeur à laquelle tu as acheté. Même pas pour que tu commences à Oui. avoir plus. Par contre, ce qu'il faut aussi clarifier, c'est que les gens, ils vont pas venir et mettre tout leur argent au pic et attendre 20 ans pour récupérer tout leur argent. Si tu continues à investir tout le temps, quand ça baisse, tu investis aussi dans la baisse et tu reprends les hausses. Donc, en fait, les statistiques, d'autres statistiques que j'ai en tête, c'est que ils ont fait une sorte de pyramide où ils te disent, selon the holding period, selon la durée pendant laquelle tu gardes ton argent, tu ne le sors pas, donc tu continues à investir, c'est quoi la probabilité de perdre ton argent? Et en fait, plus la holding period augmente, et si je me rappelle bien, quand tu atteins les 20 ans, la probabilité de perdre de l'argent devient zéro. Alors, si tu Si investis tu continues à investir régulièrement, pendant 20 ans. si tu investis régulièrement pendant 20 ans, Même si tu démarres quel que soit le au moment pic, dans l'histoire, voilà, ça ne veut pas dire que ça va pas arriver dans le futur. Hein. exactement. Mais historiquement, au bout de 20 ans, Sur 100 ans de data, tu as toujours fini par gagner. Après, gagner. D'accord. peut-être que tu n'as pas fait une performance incroyable et voilà. Mais c'est intéressant ce point-là, c'est que c'est la régularité. C'est qu'il faut investir régulièrement. Régulièrement, Ouais. voilà. Ouais. Et encore une fois, ça rappelle plein d'autres sujets dont on ne peut pas tout traiter. Oui, oui. Tu as les sujets d'investir régulièrement. Dans quoi? Parce que en fait, la bourse, ce n'est qu'une partie normalement de tes investissements. Et souvent une petite partie. Je ne sais pas exactement ce qui est conseillé, parce que tu as plein de... Ça dépend encore une fois des personnes, etc. Mais généralement, c'est moins de 50%. Et ça dépend aussi des marchés où on opère. Donc, selon l'optionnalité que tu as, les différentes classes d'actifs où tu peux investir. Donc, au Maroc, on a l'immobilier. Les gens adorent l'immobilier. Je pense que c'est le numéro 1. On n'a pas trop de risque que les gens fassent 100% en bourse. C'est vrai que en tout cas au Oui. Maroc, la culture, c'est Voilà. plutôt d'investir beaucoup dans l'immobilier. Exactement, Effectivement. exactement. Pour les actions, le marché des actions et la bourse ou d'autres types de produits liés à la bourse, c'est encore très petit au Maroc, mais on voit une croissance sur les dernières années. On voit plus d'intérêt à la fois des particuliers, mais aussi des entreprises qui veulent venir lever des fonds à la bourse. Tu parlais tout à l'heure des chiffres. Donc, à chacune des dernières introductions en bourse, on a eu plus de demandes que d'offres. Donc, il y a eu des sursouscriptions. Donc, si l'entreprise vient chercher 100 millions de dirhams, il y a 3 milliards qui viennent se battre pour les 100 millions. Ouais. Donc, il y a plus d'intérêt. Mais après, il faut faire attention, parce que les gens mettent plus pour avoir... pour avoir... tout à fait. Donc, Tout à faut fait. regarder, mais Mais en tout cas, il y a de l'argent mais ça montre disponible. ça montre que les gens veulent investir. Voilà, exactement. Ok, alors, encore une fois, on a dit il y a plein d'investissements différents, donc il n'y a pas que la bourse. Mais là, on parle de la bourse. Si je veux investir en bourse, c'est quoi les différents produits qui existent? Parce que je peux acheter des boîtes, mais j'entends parler d'OPCVM, il y a plein d'autres choses. Yes. En fait,
Je pense que tu as eu un épisode sur les OPCVM Ouais, avant, un super épisode avec qui Badr est, Eliwa. exactement, qui était vraiment top. Je l'ai écouté la dernière fois sur la route. Et je pense qu'il a bien expliqué les différents types d'OPCVM et tout. Donc moi, je ne vais pas m'attarder sur ça. Pour simplifier, il y a les actions individuelles et il y a les OPCVM. Et on attend avec impatience les ETF. Donc je vais expliquer un peu les trois rapidement. Et donc le troisième n'existe pas encore, mais il Voilà, devrait il a arriver. été voté, si je ne me trompe pas, dans la loi de finances, mais il n'est pas encore en application. Enfin, Donc il n'existe pas encore au moment où on enregistre. À exactement. voir. On espère l'avoir bientôt. Ok. Donc en fait, pour expliquer rapidement, les actions, c'est les boîtes individuelles. On a presque 80 titres cotés à la bourse de Casablanca, donc 80 entreprises dans lesquelles on peut investir. Certaines ne sont pas liquides, comme tu disais. Donc il y a une vingtaine qui sont considérées être liquides. Et donc elles sont indiquées par le MASI 20, qui est l'indice Moroccan All Stocks Index, qui est le MASI. Donc c'est les 80 boîtes. Et le MASI 20, c'est les 20 les plus liquides, où potentiellement il y a beaucoup moins de risques, où tu veux vendre et tu ne trouves pas en face de toi quelqu'un. Donc ça, c'est les actions. Après, on a les OPCVM. Pardon, je vais commencer par les ETF, ça va être plus simple. Les ETF, on va simplifier, on va dire soit tu investis dans le MASI ou dans le MASI 20. Donc quand tu investis Au lieu dans un d'investir dans une ETF, seule action, j'ai investi dans dans tout tout, le MASI. tout le Donc MASI. toutes les boîtes cotées au Maroc. Voilà, مثلاً. Ok. c'est ça. Donc c'est pas dans une boîte, c'est dans Dans le panier. dans un panier avec plusieurs Et le entreprises. panier, il est défini Là, tu as dit ETF. Donc là, c'est le produit qui n'existe qui pas n'existe encore au pas encore. Maroc. C'est ça. Et du coup, ça va être un pourcentage de chaque entreprise, c'est ça? À Voilà, peu près. selon la capitalisation, donc selon son poids dans la bourse, ils vont mettre plus de celle-là parce qu'elle est plus grande et moins de celle-là parce qu'elle est moins grande. Donc en gros, il va essayer de répliquer la performance de toutes les boîtes. Exactement. Donc il y a plein de subtilités dans ça. Donc si tu investis dans un ETF, il faut vraiment regarder en détail la documentation, comment il est construit, est-ce que c'est un ETF à réplication synthétique, comment il est Tout répliqué, à fait, il y a etc. trop de détails, Il mais y a en tout plein cas, de pour choses qu'il simplifier, faut maîtriser si tu investis dans ça, parce que quand tu investis ton argent, il faut tout maîtriser. Mais le truc qui est important là, juste pour la discussion, c'est que tu as l'option de dire, moi je crois dans cette boîte au long terme, j'achète l'action de la boîte, mais tu as aussi l'option de dire, quand c'est un ETF qui concerne tout le marché, de dire, moi je veux juste suivre le marché. voilà, en fait, l'avantage, c'est que tu n'es pas obligé de faire un travail en amont pour choisir. Tu investis dans tout. Et quand tu investis dans tout, tu fais un pari sur, on va pas dire l'économie marocaine dans sa globalité, mais dans ces boîtes-là qui sont Ouais. cotées, qui sont Et tu les grosses estimes boîtes que ça marocaines. représente l'économie, d'accord. Voilà, et donc si tu penses que c'est le Maroc est en développement et il va croître, ben ces boîtes-là, elles vont en profiter, donc elles vont aussi croître. Tu vas, s'il y a des boîtes qui baissent et d'autres qui augmentent, tu vas un peu équilibrer ça, Ok. et donc c'est là où tu es exposé au marché. Après, tu as les OPCVM, donc c'est un terme un peu bizarre, organisme de placement collectif des valeurs mobilières. Je pense en Bravo. anglais Du c'est premier mutual coup, funds, du premier coup. Mais du coup, ça, c'est en fait des fonds qui sont gérés par des professionnels. D'accord. Donc ça existe chez toutes les banques et chez toutes les sociétés de bourse. Ils ont leurs propres produits avec leur propre logique et ils vont te dire, selon ton niveau de risque, selon ton horizon de temps, tu nous dis juste, voilà, ton profil, ce que tu cherches comme objectif et ils vont voir ça avec toi. Ou toi-même, tu peux consulter les prospectus et tu leur donnes ton argent et eux, ils gèrent. Donc eux, ils vont faire les décisions à ta place. Ils vont se dire, voilà, on va acheter ces actions-là, on va vendre ces actions-là, on va acheter ces obligations qui sont de la dette, soit pour les États ou pour les entreprises. Donc, en tout cas, ça va être géré par des professionnels. La promesse des OPCVM, c'est soit voilà, réduire le risque si c'est quelqu'un qui, voilà, une personne qui veut pas prendre trop de risques et qui veut plus protéger son argent. Donc, il y aura des OPCVM qui ne vont pas partir sur des actions risquées, qui vont essayer de protéger cet argent-là. Ou alors, c'est des OPCVM qui vont te dire, nous, on va essayer de battre le marché. Donc, on va essayer de maximiser la performance tout en gérant un risque, mais on va essayer de battre le marché. Et donc, pour ce travail-là, les OPCVM, ils sont rémunérés, ils prennent des frais. Donc, encore une fois, il faut consulter les prospectus. Il y a des droits d'entrée, des droits de sortie, des frais de gestion, il y a tout ça. Mais l'avantage, je dirais, pour conclure rapidement, que ce soit des OPCVM ou des ETF qui ne sont pas encore là aujourd'hui, c'est que c'est passif. Donc, si on est un investisseur et qu'on met l'argent dans ce type de produit,
il y a quelqu'un d'autre qui va gérer à notre place. Les actions, on ne peut pas juste venir et acheter une action nous-mêmes. Donc dans l'OPCVM, tu achètes une OPCVM et ensuite le gestionnaire du fonds, il va acheter et vendre des choses à l'intérieur. Voilà. Un ETF, c'est toi qui vas acheter un ETF et le vendre, et tu sais ce que tu achètes et tu suis le marché. un panier. Et pareil, la différence, c'est que l'ETF est coté. Il est coté, exactement. Il est coté, bon, ça encore, c'est des détails, comment le prix est calculé, à quelle fréquence il est rafraîchi, tout ça. Mais il est coté, tu peux le revendre. Même les OPCVM, ils sont aussi cotés. Et généralement, quelqu'un qui se lance en bourse, il va plutôt aller vers les actions, il va plutôt aller vers les OPCVM. Comment il regarde le sujet? Moi, je dirais, chaque personne devra choisir selon son profil. Moi, je dirais si, par exemple, dans mon cas, moi, j'aime analyser les boîtes. C'est une activité que j'aime bien. Et j'aime investir dans des boîtes que je comprends. Et donc, je passe du temps à lire le rapport annuel, à comprendre l'industrie, à voir que font les concurrents. D'ailleurs, sur ID Bourse, on a un peu ça. Donc, on peut voir les chiffres de la boîte, son chiffre d'affaires, sa marge, comment elle a évolué. On peut comparer des boîtes. Par exemple, si on prend deux boîtes dans le même secteur, on prend TGCC, SGTM et Jet Contractors. Ils font tous les trois de la construction. On peut aller et dire, OK, c'est quoi la marge brute des trois et voir comment elle a évolué. On peut voir c'est quoi les ratios de valorisation. Et donc, si vous êtes quelqu'un qui aime faire ce travail, dans ce cas, c'est bien d'investir dans des actions individuelles, pourquoi pas. Mais même dans ce cas-là, moi, ma recommandation serait de faire un peu de ça, mais aussi un peu de faire les deux, parce que le problème, c'est que si vous faites ça, il y a aussi la gestion de votre propre portefeuille. C'est-à-dire, si vous aimez 3 boîtes et que vous avez un portefeuille à 3 boîtes, il peut être très concentré, il peut être beaucoup trop volatile. Donc, ça reste un peu risqué. C'est complexe à faire, ouais. Voilà, donc il faut gérer le portefeuille et tout ça. Donc, je pense que c'est toujours mieux de diversifier et potentiellement de donner la gestion à quelqu'un. Donc, il y a une option qui est quand même plus complexe. Quand tu as choisi action par action, c'est plutôt quelqu'un qui veut passer du temps à comprendre les boîtes. Voilà. Ou qui veut le faire en parallèle d'un investissement dans des OPCVM ou dans des... Il y a des choses à comprendre quand même. Et même en gestion de ton portefeuille, peut-être que il y a une des actions qui va bien marcher, donc il va prendre une grosse partie de ton portefeuille. Voilà, comment tu gères ça? Est-ce que tu revends un peu? Comment tu balances? Il y a plein de choses. Ok. Je pense qu'on a fait un bon tour. Tu as parlé au début de ID Bourse, un petit peu. Oui. Tu peux m'expliquer un petit peu plus ce que c'est? Oui, alors ID Bourse, c'est venu d'un pain point qui est pour analyser des boîtes. C'est un peu compliqué, c'est pas intuitif. Il faut aller télécharger les rapports annuels qui sont parfois éparpillés à travers les sites. Après, c'est des rapports qui sont souvent en PDF. Donc, pour analyser les chiffres, c'est compliqué. Donc, en fait, ID Bourse, c'est une plateforme qui facilite ce travail-là. Donc, elle permet en fait de voir pour toutes les boîtes cotées tous les chiffres financiers, donc les 3 rapports financiers, cash flow, bilan et voilà, compte de résultats. Donc on peut les voir, on peut voir les différents chiffres sur la durée et on peut du coup analyser facilement. Elle permet aussi de comparer les boîtes entre elles. Donc si on choisit des métriques financières ou bien des ratios qui sont précalculés sur la plateforme, on peut comparer les boîtes, générer des graphes. Donc ça permet de faciliter un peu l'analyse. Et elle donne aussi le cours. Donc on voit le cours des actions qui est différé, donc il n'est pas en temps réel. Il faut que les gens le sachent. Mais en tout cas, pour des investisseurs long terme, ça importe peu que le cours ne soit pas à la seconde près. Mais du coup, par exemple, les ratios, ou par exemple, si on prend le dividend yield, qui est le pourcentage des dividendes par rapport à la valeur de l'action. Donc, si une action fait 1000 dirhams et qu'elle me rapporte 100 dirhams en dividende, c'est 10%. 10%, c'est très élevé, mais c'est juste pour faire l'exemple. Donc, ce type d'indicateurs, ils sont calculés automatiquement sur la plateforme en temps réel. Et tu peux comparer des boîtes. Exactement. Par exemple, je veux comparer le dividend yield de 2 boîtes du même secteur pour savoir quelle est celle laquelle qui distribue donne le plus, historiquement le plus de dividendes. Exactement. Okay. On a même un calendrier des dividendes qui donne à quelle date ils sont distribués et à quelle date ils sont annoncés pour chaque boîte. Okay. Donc, tout est consolidé dans une plateforme. Et il y a d'autres fonctionnalités qui vont venir comme... Et ça, c'est dispo sur le site ID Bourse. idbourse.com.
Et je disais, il y aura d'autres fonctionnalités comme le suivi de portefeuille, comme des simulateurs de valorisation. Donc, on essaie d'améliorer les fonctionnalités au fur et à mesure. Bah, super cool. Donc, ça va venir. Super cool, je vais regarder. Super cool. Bah écoute, Ata, je pense qu'on a fait un bon tour du sujet. Enfin, bien sûr, le sujet de l'investissement, il est hyper large, mais on a parlé de bons sujets. Comment tu te formes, toi? C'est-à-dire, comment tu apprends des choses sur le sujet? Tu lis des livres, tu regardes des choses? En fait, j'ai démarré par une phase YouTube. Donc, beaucoup de consommation de contenu YouTube, des podcasts comme le tien, plutôt dans les États-Unis, donc en regardant des chaînes YouTube sur le sujet. Ça, c'était à mes débuts. Et après, c'est en analysant les boîtes et en fait, en faisant ce travail tu vas lire des rapports annuels. Franchement, ça peut paraître geek, mais c'est super passionnant. Ouais. Et Surtout que la plupart du temps, ils sont bien faits. Hein. Exactement. T'as des docs de 200 pages où ils parlent de toute leur Exactement. boîte, tout ce qu'ils font. C'est ça. Ils prennent beaucoup de temps à le faire. C'est intéressant. Moi, j'ai la chance de pouvoir investir à l'étranger parce que je suis résident à l'étranger. Et donc, j'ai accès à, on va dire, à plus de boîtes cotées que pour les gens qui ne peuvent investir qu'au Maroc. Donc voilà, pour les Marocains qui résident à l'étranger, peut-être ils auront un peu plus de boîtes à checker. Mais voilà, c'est comme ça que je fais. Et voilà, Des vidéos, des podcasts. Des vidéos, des aussi podcasts. Directement là où il y a l'information, c'est-à-dire les rapports annuels des boîtes. Exactement. Les chiffres trimestriels qui sortent. Tout à les fait. présentations investisseurs. Donc les boîtes cotées, généralement, tu vas sur le site de la boîte. Alors parfois, elles ont des sites juste commerciaux, elles ont aussi des sites institutionnels, ça dépend. Mais en tout cas, sur le site... Il y a généralement une partie Investor Relations ou qui peut s'appeler Investor Relations, investisseur, voilà. investir, etc. Et dedans, normalement, l'entreprise, elle met tous ses docs. Voilà. Donc, les rapports annuels sur les dernières années, les Maroc, rapports trimestriels, les chiffres trimestriels et aussi les présentations aux investisseurs qu'elle fait. Exactement. Au Maroc, on les trouve aussi sur le site de l'AMMC. D'accord. Donc l'AMMC aussi les publie. Et sur ID Bourse, vous trouverez la synthèse des chiffres qui est déjà pré-remplie. Parfait, parfait. Bah écoute, Ata, merci beaucoup. Merci pour ton temps, c'était super intéressant. Merci d'avoir partagé tout ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le autour de vous, abonnez-vous à la chaîne. Et comme vous le savez, on est sur YouTube, mais aussi sur Spotify et Apple Podcasts. Donc partagez Next Wave autour de vous pour nous aider à faire connaître ces podcasts.